Bonjour. Alors, voyons ensemble ce qu'on appelle le délit d'initié. On va attaquer par la définition de base qui sera vraiment très rapide. Et ensuite, pour mieux comprendre, on prendra un exemple avec des points importants sur le délit d'initié. Et puis, je vous raconterai aussi l'origine du délit d'initié. Alors dans cette vidéo, on va parler de pas mal de mots techniques. Donc si vous avez des problèmes avec ces mots techniques qui sont utilisés dans le trading, ne paniquez pas. Vous avez dans la description de la vidéo des explications sur ces mots qui sont disponibles grâce à des liens qui vont vers d'autres vidéos où je développe plus en détail chacun de ces mots ou même les expressions. Alors, le délit d'initié est une pratique qui est illégale, qui se produit lorsque, par exemple, quelqu'un achète ou vend des actions d'une entreprise en se basant sur des informations confidentielles et non publiques, qui pourraient donc du coup influencer le prix de ces actions. En d'autres termes, c'est lorsque quelqu'un profite d'informations secrètes pour obtenir un avantage financier sur les autres investisseurs. On va prendre un exemple, vous allez bien comprendre de ce qui se passe. Imaginons que vous ayez un ami qui travaille au sein d'une entreprise technologique. Un jour, ce pote-là vous dit que l'entreprise va annoncer un accord majeur avec une autre entreprise qui pourrait faire monter le cours de l'action. Si vous achetez des actions de cette entreprise en se basant sur cette information avant que l'annonce ne soit publique, cela pourrait être considéré comme un délit d'initié. C'est de la triche, quoi. Alors, je vous donne quelques points importants à retenir sur le délit d'initié. En premier lieu, les informations confidentielles. En quoi ça consiste? Le délit d'initié implique l'utilisation d'informations confidentielles et non publiques. C'est ça qui est très important. Et donc, si vous réalisez des transactions financières. Ces informations pourraient inclure des détails sur des fusions, des acquisitions, des résultats financiers à venir ou des développements de produits. Enfin, vous voyez un peu, hein, la liste est longue. Il y a donc l'effet qui est l'avantage injuste par rapport aux autres. Le problème avec le délit d'initié est qu'il donne à certaines personnes un avantage injuste sur les autres investisseurs qui n'ont pas accès à ces informations-là. Vous imaginez bien que si un patron achète ou vend ses propres actions avant d'annoncer quelque chose qu'il n'a pas encore révélé, il va se prendre une tôle dans la tronche, ça va vite faire. Il y a aussi donc des réglementations, très importantes. De nombreuses juridictions ont des lois strictes, vraiment strictes, contre le délit d'initié pour protéger l'intégrité et la transparence des marchés financiers. Les régulateurs et les autorités de surveillance, comme l'AMF en France par exemple, veillent à ce que les traders et les investisseurs respectent ces règles. La bourse et le trading n'ont pas forcément bonne réputation, mais il y a quand même de la police de trading et de la police boursière quelque part qui permet de contrôler pour éviter la triche. S'il y avait trop de laisser-aller, là, la confiance partirait et puis plus personne n'irait sur le marché financier parce que plus personne n'aurait confiance. Il y a des sanctions. Attention, c'est-à-dire que les personnes qui sont reconnues coupables de délit d'initié peuvent faire face à des sanctions très très sévères, notamment des amendes importantes et même des peines de prison, en fonction bien sûr des lois en vigueur dans les pays. Alors l'origine du délit d'initié remonte à plusieurs décennies et est vraiment liée à l'évolution des marchés financiers et à la nécessité de préserver l'intégrité et la confiance des investisseurs dans ces marchés. Voici quelques étapes vraiment clés dans le développement de cette notion. Au début du XXe siècle, il y a eu des réglementations du marché boursier. À mesure que les marchés boursiers se développaient, il est devenu vraiment évident que certaines personnes avaient accès à des informations non publiques pouvant influencer le cours des actions. Cela pouvait donc donner un avantage injuste à ces individus au détriment des autres investisseurs. Il y a aussi une loi sur les valeurs mobilières en 1934 aux États-Unis. Cette loi a été adoptée en réponse à la crise boursière de 1929, la fameuse crise de 1929. Et a établi la Securities and Exchange Commission, donc la SEC, pour réglementer les marchés financiers.
Elle a également aussi introduit des dispositions concernant l'abus d'informations privilégiées, jetant ainsi les bases du concept moderne du délit d'initié. Toutes ces règles-là ont été développées, ont évolué en fonction de tout ce qui se passait dans le domaine international. Au fil du temps, en fait, d'autres pays ont également mis en place des lois et des réglementations similaires pour réprimer le délit d'initié et d'autres formes d'abus sur les marchés financiers. Ces réglementations visaient à garantir l'équité et la transparence des marchés ainsi qu'à protéger les intérêts des investisseurs. Il y a eu plusieurs grandes affaires de délits d'initiés notables qui ont mis en lumière vraiment l'importance de réglementer ces pratiques. Il y a par exemple eu l'affaire Martha Stewart, qui était en 2001. C'était une personnalité médiatique et entrepreneur américaine qui a été reconnue coupable en 2004 d'entrave à la justice et de délit d'initié. Elle a vendu ses actions de la société Income System après avoir appris des informations non publiques sur le rejet imminent d'une demande d'approbation réglementaire de l'un de ses médicaments. Cette affaire a eu un très grand retentissement médiatique. En 2009, il y a aussi l'affaire Rajaratnam. C'est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui a été reconnu coupable en 2011 de multiples chefs d'accusation de délit d'initié. Il a été accusé d'avoir obtenu des informations confidentielles de sources internes de plusieurs entreprises et d'avoir tout simplement effectué des transactions basées sur ces informations. Cette affaire a été l'une des plus importantes enquêtes sur le délit d'initié aux États-Unis. Un autre exemple, vous avez eu en 2013 l'affaire Sack Capital Advisors. Donc c'est une société de gestion de fonds spéculatifs qui a été au centre d'une enquête majeure concernant le délit d'initié. Plusieurs employés et traders de la société ont été poursuivis et reconnus coupables d'abus d'informations privilégiées. L'affaire a conduit à des amendes substantielles et à des réformes au sein même de l'entreprise. Vous savez encore une ? Eh ben tiens, j'en ai une autre. En 2009, il y a eu l'affaire Galleon Group. L'enquête, c'était un fonds, alors pareil, c'est un fonds spéculatif qui a été dirigé par Rajaratnam, ça vous dit quelque chose, qui a conduit à l'arrestation de plusieurs individus accusés d'avoir participé à des activités de délit d'initié. Cette affaire, pareil, a mis en lumière le rôle des technologies de communication modernes, les ordinateurs avec les réseaux, dans la transmission d'informations confidentielles. Bon allez, vous êtes chaud là, encore une, et après j'arrête. Vous avez eu en 2001 l'affaire Enron. Bien que l'affaire Enron soit principalement associée à la fraude comptable et à la manipulation des comptes de la société, elle a quand même également impliqué des allégations de délit d'initié. Certains dirigeants et employés ont été accusés d'avoir vendu leurs actions avant l'effondrement de l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure, si un patron vend ou achète en fonction des informations qu'il a dans sa propre boîte, c'est mal vu. Et donc, en fait, ils ont utilisé des informations internes pour arranger leur compte boursier. Alors, si vous êtes trader sur les marchés financiers simples, entre guillemets, donc le forex et tout ça, ça serait étonnant que vous ayez accès à des données privées. Ça devrait le faire. N'empêche que, en tant que trader, il est crucial de comprendre que le délit d'initié est illégal, je vous le rappelle, et peut avoir des conséquences graves sur votre réputation et votre avenir financier. La clé est toujours d'effectuer des transactions en se basant sur des informations publiques et de faire preuve de transparence et d'intégrité. Et ceci dans toutes vos opérations. Actuellement, moi je travaille dans un grand groupe français et j'ai accès à des informations de la direction mais aussi des syndicats de l'entreprise. Si je fais des opérations de trading en utilisant ces informations sans qu'elles soient publiques, et je les ai un petit peu avant qu'elles sortent, donc je pourrais potentiellement, en fait je risque vraiment gros. Heureusement pour moi, j'ai aucune action de mon entreprise, donc je suis tranquille, me voilà à l'abri. Allez, sur cette note légère, je vais vous libérer, prenez soin de vous, faites de bons trades et attention sur les marchés, sans dévoiler un secret, je peux vous affirmer que les marchés sont fourbes, mais ça vous empêchera pas, oui je sais, ça va être un peu lourd, de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire. Mettez un commentaire si je veux d'autres exemples, par exemple, de délits d'initiés que vous avez connus. Merci beaucoup, à bientôt.
Cela pouvait donner donc un avantage injuste à ces patatras. On va recommencer, c'est n'importe quoi. On recommence donc. Cela pouvait donc donner un avantage injuste à ces Deuxième essai, raté. On y retourne.